Merci Gwendoline. Alors, donc, pour introduire un petit peu cette, rencontre, je vais dire quelques mots. Déjà pour me présenter, je m'appelle Marion Acquier, je suis psychologue clinicienne, et psychothérapeute, mais aujourd'hui, c'est surtout dans le cadre, de l'association Alcooliques Anonymes dont je suis présidente, que je vous reçois, aujourd'hui avec, d'autres professionnels et l'équipe, des membres AA, qui ont organisé cette conférence de presse. Merci pour l'intérêt que vous portez à la maladie de l'alcoolisme et au mouvement des alcooliques anonymes. Alors ici, il y a aussi, le docteur Pierre Radisson, médecin alcoologue à Lyon et Karine Lagier, chef d'établissement, du centre pénitentiaire de Marseille. Hem, Parmi, les professionnels qui sont engagés auprès du mouvement, il y a aussi, docteur Sylvie Angèle, qui est médecin psychiatre à Paris. Voilà, donc nous sommes 4 professionnels au sein du conseil d'administration, de l'association. Nous ne sommes pas alcooliques, nous ne sommes pas anonymes, c'est pour ça qu'on peut avoir nos visages découverts, pour cette conférence de presse. On est issus, de la santé, de la justice, on est bénévole, élu à à l'assemblée générale de l'association, pardon. Et notre rôle est d'être au service, des alcooliques anonymes par notre expérience, nos réseaux de contacts. Nous nous mettons à leur disposition, voilà, à visage découvert, à nom découvert, heu, pour diffuser, le message DA le plus largement possible auprès des professionnels et du grand public, tout en permettant aux membres AA de garder leur anonymat, heu, qui est, un principe fondamental de l'association, hein. Nous ne sommes finalement qu'une forme de vitrine, hein, parce que tout le reste du fonctionnement de l'association, c'est, les membres AA qui s'en chargent, hein. L'association est complètement autonome. Ce sont des volontaires, des bénévoles qui œuvrent, que ce soit au niveau des groupes ou auprès des institutions, hôpitaux, prisons et cetera. Au niveau local, régional, national, ce sont les bénévoles qui se chargent de tout le fonctionnement de l'association. Voilà, pour nos présentations. Maintenant, pour présenter un petit peu l'association parce que, finalement, il n'y a que peu de personnes qui connaissent bien l'association, que ce soit professionnels ou médias. Donc en quelques mots, il s'agit d'une association de personnes qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, qui est cette maladie, cette terrible maladie, l'alcoolisme, et d'en aider d'autres à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour faire partie de l'association. Il n'y a ni inscription, ni cotisation. Les groupes sont autonomes financièrement, en s'autofinançant par des participations volontaires, des membres au chapeau, hein. Il n'y a aucun financement venant de l'extérieur. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, aucun organisme ou établissement. Ils ne s'engagent dans aucune controverse, ils n'appuient ni ne contestent aucune cause. Leur but est seulement de demeurer abstinents et d'aider d'autres alcooliques à le devenir en partageant leur expérience et leur programme. Les AA ne se prononcent donc sur aucun sujet théorique ou clinique concernant l'alcoolisme, les traitements, les modèles thérapeutiques, etc. La réduction des dommages et des risques, la consommation contrôlée, tout ça, ils ne se prononcent pas car eux, voilà, ils ne partagent que leur expérience de rétablissement, le programme des 12 étapes qui n'est que proposé, suggéré. Chacun est libre de l'utiliser à son rythme, à sa manière. Euh, il propose différentes formes d'action, d'intervention auprès des malades ou des professionnels qui les accompagnent d'ailleurs, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans certaines structures médico-sociales, dans les entreprises, les établissements scolaires, mais ils ne mènent pas d'action de prévention et ils partagent leur expérience pour aider des personnes qui sont concernées par cette maladie. Donc si tout le monde se fait un peu une idée, parfois caricaturale, des réunions AA, très peu de non-alcooliques y ont déjà assisté à une réunion, hein, et le fonctionnement de l'association reste au final, très méconnu, voire mystérieux pour certains, hein, avec beaucoup d'imaginaire et parfois de la méfiance. Donc moi j'invite, tous les professionnels, hein, que ce soit journalistes, médecins,
juristes, tout. Vous êtes les bienvenus en réunion, hein. Il y a des réunions ouvertes, partout, une fois par mois, chaque groupe, a une réunion ouverte, au public. Donc le mieux, c'est d'y aller pour faire cette expérience, et de voir véritablement de quoi il s'agit. Sur Zoom aussi, hein, en visio, il y a des réunions en ligne tous les jours, hein, même plusieurs fois par jour, et donc pareil, les réunions ouvertes, les professionnels sont les bienvenus. Donc ce mot «ouvert», c'est un mot important parce que c'est le thème un peu de cette conférence de presse. C'est l'occasion pour nous de présenter le nouvel axe de communication, de l'association, le nouveau visuel, qui est ça c'est le texte, c'est «Entrez, c'est ouvert». Voilà, c'est ouvert à tous, hein. Donc il suffit de pousser la porte, hein, pour que ce soit pour le malade ou pour le professionnel, pour le malade pour qu'il reçoive de l'aide ou pour le professionnel qui ait connaissance de cette association et de comment collaborer avec. Donc il suffit d'entrer, il y aura toujours des bénévoles, qui seront prêts à vous accueillir, à répondre à vos questions, à vous orienter, que ce soit dans les salles de réunion ou via le site internet. Et dans notre cas ici, si vous avez besoin de plus d'informations, le bureau des services généraux, hein, le siège de l'association, répondra également à toutes vos questions, ou également, le contact, contact presse, @aafrance.fr, qui est un lien, qui est un contact privilégié pour, les journalistes. Voilà. Donc j'espère que vous aurez des questions. On fera de notre mieux pour y répondre. Hem Et puis, avant de vous passer la parole, je vais d'abord, proposer à Pierre de se présenter, docteur Pierre Radisson, en tant que Mhm. professionnel. Bonjour, donc je suis Pierre Radisson, médecin généraliste depuis 1973. J'ai obliqué vers l'alcoolologie dans les années 90. J'étais d'abord assez réticent. On m'avait demandé de m'intéresser aux alcooliques et c'était un peu difficile pour moi. Et je me suis ensuite, quand j'ai accepté, je me suis vite passionné pour cette activité d'accompagnement qui permet de s'approcher du cœur de la vie humaine. Alors, en tant qu'alcoologue, j'ai besoin du renfort des alcooliques anonymes tout au long du processus qui amène le buveur à une vie sans alcool. Il s'agit d'abord d'aider la personne à reprendre confiance en elle et à sortir de la honte. Les alcooliques anonymes sont un vrai remède pour cela, par l'accueil inconditionnel de l'autre tel qu'il est. Et je vous livrerai tout à l'heure le témoignage de Stéphanie, de sa première réunion. Ensuite, le fait d'écouter les autres et aussi de se livrer dans les réunions, ainsi que la méthode des alcooliques anonymes, aide l'alcoolique à conscientiser chacune des embûches du chemin. En premier lieu, c'est voir enfin la réalité de la route de destruction sur laquelle il est. Il faut qu'il mesure ce qu'il est en train de perdre sur cette route. Son couple, ses enfants, ses amis, sa vie affective, professionnelle et sociale, sa santé physique et mentale, et surtout sa dignité. À un moment, il va ce qu'on appelle toucher le fond, quand il se rend compte qu'il perd le plus précieux de sa vie. C'est ce qu'on appelle le déclic. Surgit alors en lui comme un cri d'appel auquel répond une force étonnante d'amour qui lui permet de s'arracher à l'alcool. C'est ce que dans le langage des alcooliques anonymes, on appelle la puissance supérieure. Encore faut-il que la vie sans alcool ne lui paraisse pas une punition. Et les alcooliques anonymes, les autres alcooliques de la Réunion, lui offrent des témoignages magnifiques de vie qui s'épanouissent parce qu'elles ont retrouvé du sens. Celui qui est devenu un ancien buveur entretient cette nouvelle liberté en aidant les plus jeunes dans le mouvement et en cherchant tout au long de sa vie la justesse vis-à-vis de lui-même et des autres. On voit bien que ce cheminement dépasse de loin ce qui est initié en consultation, même s'il peut y avoir une complémentarité à chaque étape entre
le soignant et l'association des alcooliques anonymes. En effet, les alcooliques anonymes n'aident pas seulement à arrêter de boire, mais ils répondent à la souffrance existentielle sous-jacente. Leur méthode consiste à tirer parti du fait d'être alcoolique, au lieu d'en avoir honte, et à faire le deuil de l'alcool, à dépasser l'ego qui ramène tout à lui, dépasser l'ego pour être libre, en particulier libre d'aider ceux qui sont encore dans l'alcool. Cependant, la plupart des alcooliques ont beaucoup de mal à franchir la porte de leur première réunion, tellement ils sont dans la honte, et je leur explique que la porte est ouverte et qu'elle est un remède à la honte. Je peux aussi leur lire le petit témoignage suivant qu'une patiente m'a envoyé le lendemain de sa première réunion. Bonjour docteur, comme convenu, ce message pour vous informer que je suis allé hier soir à une réunion des alcooliques anonymes. Grosse appréhension avant d'entrer, qui a été rapidement balayée grâce à l'accueil chaleureux et bienveillant des personnes présentes. Elles n'ont manifesté aucun étonnement. C'est comme si j'étais attendu et d'après eux, la personne la plus importante du jour. Une séance chargée en émotions, à l'écoute des parcours de vie qui ont parfois fait écho aux miens. Une séance assez protocolaire, pleine de spiritualité et d'espoir aussi. Que de beaux exemples de réussite dans l'abstinence et la mise en place d'une nouvelle vie plus saine et surtout plus sereine, alors même que certains d'entre eux sont aujourd'hui encore confrontés à des épreuves difficiles et malheureusement bien communes à tous, comme le deuil ou la maladie. Ma prise de parole fut brève, mais je suis tout de même arrivé à me présenter un peu. Je suis reparti soulagé avec un certain nombre de ressources, et notamment un livret guide qui s'appelle « Vivre sans alcool », des contacts téléphoniques et 2 parts de gâteau offertes par un rat qui soufflait sa 3e bougie. J'y retournerai vendredi prochain avec bien moins d'appréhension. Merci beaucoup de m'avoir encouragé à faire cette démarche. Vous aviez raison, elle va m'être sans nul doute d'une aide précieuse. Stéphanie. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Oui, les meilleurs finalement pour parler de ce qui se passe en réunion, c'est nos patients. Mais voilà, on peut porter leur voix, rapporter leurs mots. Merci à toi, Pierre. Du coup, je vais passer la parole à Karine. Je te laisse te présenter. Karine Oui, Nagier. alors Karine Nagier, merci Marion. Je dirige le centre pénitentiaire de Marseille. Donc en qualité de directrice de prison, j'ai accepté ce mandat d'administrateur classe A depuis maintenant une année, avec d'abord beaucoup d'étonnement, je ne te cacherai pas, face à la proposition qui m'avait faite alors que j'étais directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. J'ai accepté maintenant que je suis dans le milieu depuis un an, avec beaucoup de responsabilités, finalement aussi d'engagement. Un engagement pourquoi? Parce que les visages que l'on vous montre aujourd'hui de mouvement, ce sont ces visages sur lesquels les autres comptent pour créer des réseaux, des liens avec les professionnels. Pour ma part, je m'occupe du secteur justice et donc je crée des liens avec les professionnels, bien sûr, de l'administration pénitentiaire, étant de la partie, mais aussi la justice, c'est aussi les avocats, c'est aussi les magistrats. Donc, vous voyez combien, au niveau national, il y a du travail à faire. Il faut comprendre que l'action qu'on a, elle est bénévole, elle est engagée, il faut y croire, et il faut se mobiliser pour constituer un réseau pour mettre en synergie les alcooliques anonymes qui travaillent dans les groupes locaux et les professionnels dans les prisons, auprès des SPIP, dans les barreaux, dans les tribunaux judiciaires ou autres juridictions, pour les mettre en synergie et leur permettre d'y accéder, de rencontrer des professionnels, parce que
On parle souvent des publics sous main de justice, mais on oublie souvent les professionnels. On a aussi des professionnels en souffrance qui présentent des addictions et pour lesquels les chefs de service sont parfois en difficulté pour les prendre en charge. Alors oui, on a les médecins, et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Souvent, le message des pairs qui aident d'autres pairs, par expérience là aussi, passe beaucoup mieux. Et en détention, j'ai pu le mesurer, puisque ma première rencontre avec des alcooliques anonymes, c'est à Besançon, il y a à peu près maintenant une vingtaine d'années. Et c'est d'une rencontre qui est née ma connaissance des alcooliques anonymes. Et à chaque établissement que j'ai pu commander, j'ai souhaité localement tisser ce lien, tisser ce lien, tisser ce lien. Donc, moi, j'y emploie beaucoup d'énergie, beaucoup de temps avec ceux qui ne sont pas anonymes et qui œuvrent dans le comité justice et avec lesquels on se rencontre, on fait des visios, des zooms, etc. pour pouvoir coordonner au niveau national, en tous les cas, nos actions. On a des résultats, ça bouge. Il faut du temps, il faut de l'énergie, mais ça bouge. Moi, je le fais pourquoi dans mon milieu parce que les addictions font partie, le fait de lutter contre les addictions, c'est prévenir la récidive des publics incarcérés, des publics suivis sous main de justice par les collègues des services pénitentiaires d'insertion et de probation. C'est aussi se dire que cette addiction est à l'origine de nombreuses actions tous les jours en France et qu'on doit y réfléchir. Alors on a des soignants, on a des médecins, etc. Mais comme je vous le disais encore tout à l'heure, je suis convaincue que les messages portés par des pairs, c'est-à-dire mettre en synergie, en relation des personnes détenues avec des personnes qui ont connu ce combat contre l'alcool, leur permet peut-être de trouver des clés qu'ils n'ont pas encore compris par des mots venus du monde médical. On a beaucoup de résultats, beaucoup de réussites. Et dès qu'on a réussi à établir le lien entre le dedans et le dehors, pour nous, professionnels de justice, le message est réussi et on en est très fiers. Sur mon précédent établissement pénitentiaire, j'ai vu des résultats de la sorte, des personnes détenues qui avaient été accompagnées par le mouvement des alcooliques anonymes dedans, par des groupes internes, et qui avaient tissé des liens d'amitié au niveau local et qui s'étaient retrouvés effectivement ensuite à la sortie, à la libération dans ces groupes. C'est ça la réussite pour moi. Je pense qu'en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, j'ai quand même un réseau aussi de connaissances assez large. Je suis depuis 1994 directrice en milieu pénitentiaire. Et donc, j'ai un réseau qui est là pour faciliter, en tous les cas, les liens entre les professionnels et les réseaux. En tous les cas, moi, je découvre mes missions avec beaucoup d'enthousiasme. On est peu à être anonyme, finalement. Vous voyez nos visages aujourd'hui. Mais ils sont nombreux à être derrière nous. Et c'est pour cela qu'on doit le faire avec conviction. Moi, je suis très engagée. J'y crois, même si c'est pas facile. Il faut du temps, il faut faire montre de patience, des fois, de compréhension, d'expliquer aussi aux alcooliques anonymes comment fonctionne une prison, comment fonctionnent les partenaires justice. Mais ça, tout ça, c'est pour faire en sorte à ce que demain, on puisse mieux faire et mieux faire connaître, en tous les cas, le sens de l'association. Enfin, je pense que par mon visage aussi, ça donne une autre... on combat les clichés, finalement, de cette association qui souvent est associée à des hommes, déjà, et souvent associée à des personnes, des fois âgées, disposant pas de raison. Je pense que ces visages aussi nouveaux, avec des origines pluridisciplinaires, viennent renforcer, en tous les cas, la connaissance de cette association au niveau national et international. Merci beaucoup, Karine. Oui, c'est tellement important de parler aussi de la justice, hein. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole aux journalistes qui auraient des questions. C'est à vous. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui est très éclairante. Moi, je voulais juste vous poser une petite question, Marion, dans votre présentation, quand vous disiez que c'était un programme en 12 étapes, que finalement, chacun qui était suggéré, pas imposé, et que à chacun son rythme. Est-ce que à chacun son rythme, ça je comprends. Je pense qu'il y a des allers-retours entre des étapes, c'est pas un processus linéaire du tout. C'est
comme un processus de deuil, je ne sais pas, enfin, qui est finalement pas linéaire du tout. Mais est-ce que c'est important quand même pour les membres? D'ailleurs, quel est le terme particulier pour ne pas se tromper? C'est ceux qui poussent la porte de l'association, c'est des membres, on les appelle les membres, c'est ça? Oui, oui, des membres A. Des membres A. Est-ce que du coup, c'est important pour eux de quand même suivre le succès du programme, c'est quand même de faire les 12 étapes, chacun à son rythme ou pas? Parce que si on n'en fait qu'une ou plusieurs, ou c'est un oui. pose problème, par exemple, comme la 8e ou je ne sais pas. Oui. Bah, évidemment que idéalement, c'est comme tout outil, hein, plus on va utiliser ce qui est mis à disposition pour se rétablir, meilleures seront les chances. Après, personne ne va aller vérifier s'ils ont fait tout comme il fallait, hein. Ça, finalement, c'est un travail d'honnêteté. De toute façon, le rétablissement en AA, c'est un travail de rigoureuse honnêteté envers soi-même qui passe par ce partage en réunion, ce partage avec des amis privilégiés ou un parrain, une marraine, hein. Ça, c'est quelque chose, pareil, c'est un outil essentiel dans le programme de rétablissement. C'est cette honnêteté, cette rigoureuse honnêteté et voilà, se saisir de toutes les clés. Mais ça, pareil, plus on utilise les outils, meilleures sont les chances. Mais après, personne ne sera derrière en vérifiant est-ce que tu as fait ta 3e, 5e, 12e. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Et sur le degré, je crois que ça a été mesuré, le degré d'efficacité, en fait, par un institut. J'ai cru comprendre que j'avais lu ça d'ailleurs dans le livre de Julien Gagnier qui lui est passé par l'ENA, qu'il y avait un... Alors, je ne sais plus, enfin, vous devez voir ce Oui. dont je parle. Attendez, je l'ai sous les yeux d'ailleurs. Il y a eu un sondage qui a été réalisé justement auprès de milliers de membres AA. Ouais, vous voyez? Oui, alors après Pierre et Karine, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, hein. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées sur l'efficacité, etc., Voilà, etc. l'Institut de recherche médicale Cochrane. Voilà. Alors, enfin, Alcooliques Anonymes, c'est difficile de fournir des chiffres, hein, puisque c'est anonyme, qu'il n'y a pas d'inscription, etc. Mais effectivement, hein, il y a eu des études avec voilà, des participants volontaires anonymes, etc. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Si certains membres ici présents ont des chiffres, ils peuvent les donner sans souci. En revanche, moi, une étude assez récente qui est encore très fraîche à mon esprit, c'est, comment dire, la valeur ajoutée, disons, dans le rétablissement de la dimension spirituelle, du cheminement spirituel lié au programme des alcooliques anonymes, où on a vu que c'était, comment dire, cette dimension-là, comment dire, finissait, consolidait le rétablissement, la sobriété, mais également élargissait les domaines d'épanouissement du membre qui suivait ce programme et qui travaillait aussi sur cette dimension spirituelle. Donc après, j'ai pas de chiffres. Par Alors, contre, oui, Marion, allez-y. Oui. Marion, ouais, moi je pense qu'on peut répondre en sorte que pour objectiver nos actions au sein du ministère de la Justice, sur le comité justice, effectivement, nous on mesure par exemple quantitativement le nombre de groupes déployés en milieu carcéral, par exemple, pour vous répondre. Il faut savoir que le premier groupe en milieu carcéral s'est déployé en 1971 à la maison d'arrêt de Rouen. Et aujourd'hui, on est actuellement en cours, on est moins d'une quinzaine de groupes, soit en cours de développement ou déjà déployés. Quand j'ai pris mes fonctions il y a une année, on était à la moitié.
Hein, donc concrètement, ça veut dire que déjà en milieu carcéral, on a doublé le nombre de groupes de bénévoles œuvrant, en tous les cas, ponctuellement en milieu carcéral. Voilà, moi, ce sont des chiffres évidemment que je veux consolider, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un travail immense à faire. Et donc mon travail, c'est justement recenser aussi l'effectivité du réseau. Sachant que pour rejoindre Marion, c'est compliqué, par exemple, de mettre en place un réseau de prise en charge de groupe en milieu carcéral. Je prends l'exemple de Marseille. À Marseille, quand je suis arrivée, j'ai pris mes fonctions il y a un an. Je pensais honnêtement qu'on aurait déjà des groupes alcooliques anonymes, vu la taille de la ville, deuxième ville de France, etc. En fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc là, on est en train de monter ce groupe. Voilà, il devrait démarrer normalement, si tout va bien, en septembre. Mais il faut trouver des bénévoles derrière. Il faut leur permettre aussi d'arriver à l'établissement, d'être bien accueillis, etc. Il faut aussi leur faire visiter l'établissement pour les rassurer, notamment sur la question de l'anonymat. Et où ils vont intervenir, parce que pour des simples intervenants, se dire demain je vais faire un groupe non plus en milieu public et donc ouvert, mais en milieu carcéral, ça ne séduit pas forcément tous les bénévoles, quoi. Donc, si vous voulez, on a plusieurs étapes en fait avant d'y parvenir. Et puis, il y a aussi des réticences hein, ou des manques de coordination entre les chefs d'établissement ou les directeurs fonctionnels des SPIP qui font que des fois, ils font des demandes d'accréditation et puis ils n'ont pas la réponse tout de suite. Donc, voilà, moi, je suis là pour être facilitatrice, mais voilà, une manière de vous répondre concrètement sur des chiffres tels que vous le demandiez, Oui. madame. Quand vous dites doubler le nombre de bénévoles en milieu carcéral, c'est en combien de temps? Vous me rappelez les dates? En une année. En une année. C'est-à-dire, moi, j'ai pris mes fonctions l'année dernière et à peu près à la même époque, hein, pour vous donner une idée. Et là, on a doublé avec le comité de justice. Donc, je représente le comité de justice, évidemment. Hein. Donc, on est un gros comité à œuvrer pour ces synergies-là par rapport au milieu justice. Donc, voilà, on a des chiffres et plein de contacts en cours à venir, plein d'échéances encore très engageantes à venir. Et voilà, on a prévu d'ailleurs une rencontre avec le directeur de l'administration pénitentiaire et la présidente Marion Acquier également. Donc, un courrier voilà, a été élaboré en ce sens. Là, voilà, parce qu'on a des outils aussi qu'on a pu en région, en construire. fait, hein, doubler le nombre de bénévoles en milieu. C'est en Voilà, région. En fait. alors en région, mais au niveau des départements, parce que les régions, en fait, si vous voulez, l'organisation de l'administration pénitentiaire est plutôt au niveau du département. Il y a des régions administratives, si vous voulez, mais les groupes se trouvent au niveau local. Par exemple, à Marseille, on va chercher sur la ville de Marseille, au niveau du centre pénitentiaire, des groupes qui sont, il y a plusieurs groupes alcooliques anonymes au niveau local, dans plusieurs arrondissements, etc., ou aux alentours. Donc, il faut permettre à ces bénévoles de converger à un moment donné vers un service de l'administration pénitentiaire. J'avais une petite question, pardon, que je voulais poser à Pierre Radisson. Voilà. Justement, cet accompagnement collectif, en quoi c'est finalement, alors vous aviez répondu en partie, mais en quoi c'est parce que justement l'étude là que je citais tout à l'heure, l'Institut de recherche médicale Cochrane, disait que c'était que ce programme en fait avait produit des taux d'abstinence continue plus élevés que les autres traitements étudiés. En quoi finalement la force des groupes, vous y avez un peu répondu, mais je voudrais que vous reveniez là-dessus. Oui, en tout cas, en tant que médecin alcoologue, Oui. je suis très soulagé quand la personne a franchi la porte des alcooliques anonymes, parce que moi, je peux l'aider à arrêter l'alcool. On met en place des différentes manières pour le sevrage, avec ou sans, avec une surveillance médicale éventuelle, etc. Mais après, même si la personne, par exemple, fait un séjour en alcoolologie qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si derrière, elle revient dans sa vie sans rien, sans étayage, on va dire, eh ben, il y a très, très souvent des réalcoolisations après le séjour, même voire le jour de la sortie. Parce qu'il y a un cheminement personnel spirituel. Voilà. Parce qu'il y a, alors, il y a deux choses. Il y a besoin d'un étayage, je dirais, psychologique, de la sympathie d'un groupe. On sait qu'il y a des gens qui pensent à nous, qui vont. Voilà, on est soutenu par le moral des autres, on va dire. Il y a un soutien mutuel. Et puis, il y a aussi donc, cette dimension spirituelle qui élève
le buveur, en fait, ou l'ancien buveur, on va dire, qui l'élève au-dessus de son histoire. C'est-à-dire, parce qu'on voit beaucoup de gens qui pensent que pour faire sortir de l'alcool, il va falloir faire une psychothérapie. Et puis cette psychothérapie, elle va durer indéfiniment parce que c'est lié. On va boire avant les séances, on va boire après les séances, et du coup, et puis on ne peut pas éliminer le passé, on ne peut pas changer son passé. Et il y a un moment donné, il faut prendre le parti de dire, bon, le passé, c'est comme ça, je ne peux pas le changer. Et donc, je peux m'élever au-dessus de mon passé et me tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce qui va donner un sens à ma vie? Comment je vais épanouir mes capacités, et comment je vais servir aussi. C'est un aspect très important des alcooliques anonymes, c'est comment je vais transmettre le message. Et Oui, ça d'ailleurs, fait partie justement du voilà, processus de guérison, la 12e voilà. étape, pour Et trouver du sens en fait. Hein. oui, les fondateurs, ils ont fondé les alcooliques anonymes comme ça, c'est-à-dire ils se sont aperçus qu'en parlant à deux, eh ben, ça leur faisait du bien. Ensuite, quand quelqu'un venait les voir pour être aidé à sortir de l'alcool, ils lui disaient, bon, tu veux sortir de l'alcool? Eh ben, tu vas chercher dans un hôpital quelqu'un qui a besoin de toi pour en sortir. Et c'est comme ça que c'est né. Mm. Parce que ce qui est très important de voir, si vous voulez, c'est que l'alcoolique, il est centré sur lui, sur son ego, enfin, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, hein, sur son ego. Euh, il se sent la victime du monde entier, etc. Il se sent en même temps impuissant et en même temps tout puissant parce qu'il a finalement, il est au centre du jeu. Et l'aspect spirituel permet de le décentrer de son ego, c'est-à-dire de le déstabiliser pour dire, mais il n'y a pas que toi dans la vie, il y a aussi les autres. Et Ouais. c'est ça qui donne une force, Mhm. qui permet d'accepter finalement une force de vie qui nous dépasse et qui avant on refusait. Ouais. Et ce que je dis d'ailleurs, on en parle par rapport au problème d'alcool, mais on peut en parler par rapport à toutes les maladies. Quand un malade accepte sa maladie et reconnaît son impuissance par rapport à sa maladie, eh ben, il va quand même mieux, même si ça ne suffit pas à guérir, mais en tout cas, il est dans des dispositions pour demander de l'aide à la grande vie, je dirais. Mm. Ouais. Justement, j'ai le souci de mes lecteurs qui peuvent avoir en tête, se dire la dimension spirituelle, moi je suis athée, ça ne me va pas, ça fait secte. Enfin, j'ai entendu beaucoup ça. Donc, Oui, justement, je voudrais contrer ça en disant qu'on ne s'y méprenne pas. La dimension spirituelle, ça peut être déjà, c'est ce qui est plus grand que soi. Donc, c'est ça. Voilà, le groupe peut être déjà plus grand que soi, en fait, c'est ça? Tout à exactement. fait. Tout à Exactement. fait. D'accord. Et C'est ça commence par absolument ça. pardon. Vas-y, Ça Pierre. commence par des petites responsabilités dans le Dans le- groupe, ouvrir la porte, servir le café, etc., s'occuper de la littérature, etc. Ça commence par des petites choses comme ça. Tout à coup, ils découvrent que tout buveur qu'ils sont, ils ont un rôle, ils ont une importance, qu'on compte sur eux. Mm. Et ça change, ça change. Effectivement, c'est pour ça qu'en France, on utilise plus souvent le terme puissance supérieure, parce que c'est vraiment pour insister sur cet aspect, comme vous disiez, plus grand que soi, de la spiritualité. Pierre l'expliquait très bien, cette notion d'ego, d'humilité, de se tourner vers l'autre, se décentrer de soi, etc. De se mettre au service des autres. Et effectivement, la deuxième, c'est la réalisation concrète de ça, c'est venir en aide à un autre pour s'aider soi-même. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment une distinction. Spiritualité n'est pas religion. C'est trop souvent, il y a une confusion trop fréquente. Hein. Mais après, si certains y mettent le mot Dieu, bon, bah, c'est comme ils veulent. Mais ça, c'est propre à chacun. Hein. Euh, et aussi, et en plus, moi je dis souvent, on est en France dans un pays laïque qui est très carré à ce sujet-là. Hein.
Donc, si les alcooliques anonymes existent dans les prisons depuis 1971 et sont présents dans tous les hôpitaux de Paris, par exemple, et puis dans bien d'autres hôpitaux, hein, c'est que c'est carré à ce niveau-là. Hein, ça passerait pas, ça serait un scandale sinon. Est-ce que vous pouvez me rappeler justement ce que j'ai, pour que ça soit bien clair et vraiment synthétisé? Donc, vous existez dans les prisons, les hôpitaux, vous n'avez pas de prévention, mais par rapport aux établissements scolaires, qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que vous pouvez me donner un peu votre maillage national? Par rapport aux établissements scolaires, c'est un leurre que de penser qu'on n'est pas alcoolique parce qu'on est encore jeune. Malheureusement, il y a déjà des jeunes qui sont dans les bas-fonds de l'alcool avant de sortir du lycée. C'est pour ça que les AA à un moment donné, ils avaient mis ça en pause parce qu'effectivement, ils ne font pas de prévention. Mais l'expérience a montré, et la demande d'établissements scolaires aussi, hein, a fait que cette question a été reconsidérée parce que le message peut être passé déjà avant de sortir du lycée auprès de mineurs qui sont déjà bien attaqués, entre guillemets, Donc, par la prison, maladie. hôpitaux, établissements scolaires, il y a quoi d'autre sinon comme présence? Ça peut être des entreprises, des grandes entreprises, ça peut être, je sais pas, Karine, parce qu'il n'y a pas que les prisons, il y a Oui, aussi le milieu non. ouvert. Alors, il y a aussi des actions qui sont faites de prévention et d'information voilà, auprès de professionnels, parce qu'on parle des publics, mais aussi des professionnels. Pour ce qui est du ministère de la Justice, nous, on a des actions collectives qui sont proposées auprès des médecins de prévention qui existent dans certaines prisons en France et qui viennent, donc les groupes des alcooliques anonymes peuvent intervenir pour faire de la prévention sur des assemblées générales, des choses comme ça. Selon les organisations administratives. Et donc, du coup, ils peuvent là aussi témoigner. Et souvent, moi, je le vois pour ce qui est du milieu que je connais bien, quand on les fait intervenir auprès des professionnels et qu'on les fait témoigner, parce que généralement, ils parlent d'eux, hein, du coup, à ces moments-là, c'est beaucoup plus fort. On a ce projet, d'ailleurs, pour compléter, on peut peut-être le dire, hein, Marion, de pouvoir intervenir auprès des écoles de formation. Et pour ce qui est de l'administration pénitentiaire, on aimerait, c'est notre projet notamment, hein, il faut qu'on en discute avec le directeur de l'administration pénitentiaire, mais inscrire notre action aussi à titre préventif auprès des personnels et des jeunes élèves, justement, qu'on a en formation à l'École nationale de l'administration pénitentiaire qui est située à Agen, en Lot-et-Garonne, pardon. Donc, effectivement, c'est une école nationale et qui reçoit tous les publics qui réussissent les concours de l'administration pénitentiaire. Et effectivement, avant qu'ils rentrent dans un milieu professionnel qui est complètement nouveau pour eux, avec ce que ça peut représenter, hein, de déracinement familial, de charges nouvelles professionnelles, de craintes, d'appréhension par rapport au milieu pénitentiaire, la violence, etc., l'appréhension tout court d'un nouveau métier, eh bien, il faut qu'on soit vraiment, nous, les cadres de l'administration pénitentiaire, très au soutien de ces jeunes professionnels. C'est pour ça qu'on a proposé cet accompagnement-là aussi. Alors, ça se fait déjà sur les terrains, dans certains services, mais peu. Mais moi, je pense qu'effectivement, on serait plus efficace en travaillant tout à fait au début de la chaîne, hein, après les concours et les recrutements, pour compléter, Marion. C'est pas encore fait ça, hein, c'est un projet. C'est un projet. C'est un projet, sachant que sur l'École nationale de l'administration pénitentiaire, on fait déjà beaucoup d'actions de prévention, là je ne parle pas de l'alcool, mais sur d'autres sujets, auprès déjà des publics en formation, donc ce n'est pas nouveau, il y a toute une culture déjà de sensibilisation dès la formation initiale de nos publics, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des chiffres un peu précis, pardon Marion, est-ce qu'il y a des chiffres un peu précis sur le maillage national à tous les échelons Alors, est-ce qu'on sait combien ça concerne, combien d'établissements scolaires, tout ça? Ça, je ne peux pas vous le dire. Après, tous les chiffres qu'on a, vous pouvez les trouver sur le site AA France. Sinon, tout ce qui est sur le site, sinon, vous n'avez pas des chiffres en plus de votre côté. En fait, c'est tellement local. Et comme je vous dis, l'association est tellement autonome, chaque groupe est tellement autonome que même si on a une vue d'ensemble de ce qui est fait, on n'a pas forcément des détails. On sait le nombre de groupes et ça nous donne une idée du nombre d'actions et de la portée. Hein, il y a environ 600 groupes, peut-être un petit peu moins en France. Alors, par exemple, Paris, évidemment, il y a beaucoup de groupes, donc il y a plus d'actions. Mais voilà, il y a même dans les dom-toms des groupes, etc.
Et bon, après, ça dépend de chaque groupe dans son initiative, dans le nombre de bénévoles qui sont prêts à s'impliquer. Parce que les prisons, c'est une contrainte aussi pour les bénévoles, parce qu'il faut que ça soit tout le temps les mêmes En personnes, termes de etc. dizaines, c'est en termes de l'échelle, vous ne savez pas du tout en fait. Là, je me retournerai vers plutôt. Attendez, est-ce que Agnès ou Laurent a des chiffres à nous donner? En tout cas, par exemple, les actions. Enfin, juste pour finir sur la question des actions aussi dans les écoles, par exemple, les AA sont présents dans beaucoup, je ne sais pas combien, mais beaucoup d'écoles d'infirmières, assistantes sociales, aides-soignantes. Euh, si Agnès ou Laurent a des chiffres à nous donner, je suis Oui, preneuse. Oui, oui, enfin des chiffres, non, ça va être une j- estimation. une estimation. Alors, c'est volontairement, c'est peut-être. Moi, quand on me pose cette question en information vis-à-vis des professionnels, je réponds 100%. Alors, 100% par rapport à ceux qui jouent le jeu, c'est-à-dire viennent en réunion régulièrement, utilisent les outils Oui, du programme. oui, Et de mon expérience de 20 ans dans les groupes alcooliques anonymes, je, euh, je constate que ceux qui restent, que ceux qui appliquent, oui, tous à terme atteignent l'abstinence et atteignent une abstinence heureuse et tout continue à fait. dans le temps. Tout Alors, à fait. c'est Oui, pas la réponse à votre question, mais c'en est une quand même. Voilà. oui, tout Après, à fait. je vous partagerai, Valérie, Oui, merci. on a Ok. prévu de se reparler après, Oui, oui, tout à fait, et tout je à vous fait. partagerai d'autres documents avec des Ouais, statistiques, si vous voulez ouais, bien. ouais. Merci. Merci Et Agnès. j'avais une autre petite question. Je sais que vous avez été, entre guillemets, copié, enfin que, en tout cas, le modèle a diffusé auprès de beaucoup d'autres sujets et d'autres addictions. Comment vous voyez ça? Comment est-ce que l'alcoolisme, c'est un problème à part ou vous trouvez Ah que oui. finalement, y compris sur d'autres thématiques d'addiction, c'est très bien que ça soit repris. Alors, le modèle des 12 étapes, il a été décliné sur je ne sais combien de Voilà. problématiques. Et ça, Ouais. c'est OK. J'ai envie de dire, c'est pas Pour du tout vous, un c'est pas problème. dévoilé en fait. Non, bah, tant qu'il y a les 12 étapes, 12 traditions, c'est fidèle au modèle initial. Maintenant, après, on n'a rien à dire, ils sont autonomes, hein, les narcotiques anonymes, les anorexiques boulimiques anonymes, et c'est les victimes de l'inceste anonymes, les dépendants affectifs et sexuels anonymes, ils sont autonomes. Après, on peut entretenir, comment dire, des relations amicales, entre guillemets, avec eux, par exemple, à la dernière convention régionale Île-de-France des alcooliques anonymes qui a eu lieu fin mai, il y a eu une présentation des outre-mangeurs anonymes. Il y a eu une présentation, je ne sais plus de quelle autre association en 12 étapes, mais il y a eu deux ou trois autres. Il y avait les Alanons, bien sûr, mais avec qui on a des liens privilégiés puisque c'est pour l'entourage. Les groupes familiaux Alanon, c'est pour l'entourage des alcooliques. Mais voilà, il n'y a pas de rivalité. Par contre, c'est très important de maintenir cette autonomie. Chaque association voilà, est indépendante. Dernière chose, et évidemment, de plus en plus, il y a des polydépendances et bah, il y a des membres qui vont en A et en NA et ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller à toutes les fraternités en 12 étapes, ils ont le droit. Voilà. Après, en alcoolique anonyme, on parle d'alcool. On peut pas, enfin, on pourra pas Ah non, aider quelqu'un sur le cannabis, par oui, c'est exemple. pas dévoilé, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais quand vous dites, justement, au début de votre présentation, vous disiez peu de personnes connaissent l'association. C'est peu de personnes connaissent le fonctionnement de l'association ou Bah, peu de oui, personnes finalement connaissent, parce que j'ai l'impression que c'est quand même les alcooliques anonymes, c'est quand même très connu. le Euh, mot, le mot, mais en vrai, qui sait ce qui se passe vraiment? Qui sait? Est-ce que vous saviez, vous, que c'était autonome financièrement? Est-ce que vous saviez que bah, voilà, chacun utilisait le programme à son rythme, à sa manière? Est-ce que vous aviez notion de cette dimension de spiritualité qui n'a rien à voir avec la religion? Vous voyez?
tout le monde connaît Alcooliques Anonymes, mais tout le monde se représente quelque chose. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de ça. Tout le monde se représente plutôt des vieux qui vont plutôt mal, dans des ambiances assez sinistres, dans des caves. Vous voyez, à se J'avais pas plaindre. du tout cette image-là, moi. Mais Non, mais il y a beaucoup ce cliché d'un truc assez sinistre de personnes qui regrettent leur vie et qui souffrent de leur abstinence et qui se soutiennent parce que voilà, c'est trop dur de ne pas boire. Et finalement, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de joie en réunion. C'est des gens qui vont bien. Et c'est ça qu'ils transmettent. Et c'est beau. Enfin, moi, les membres que je connais, jamais je ne pourrais imaginer, quand je les vois aujourd'hui, jamais je n'arrive à me représenter comment ils étaient vraiment quand ils buvaient. Ça colle pas, en fait, parce que c'est plus les mêmes personnes. Il y a eu une vraie transformation. Et donc, on essaye, là, avec cette nouvelle campagne de communication, c'est pour ça que j'en profite pour vous en parler, Ouais. de changer aussi l'image. Oui, c'est anonyme, mais c'est pas fermé. Hein, c'est pas restreint à quelques initiés. C'est pas... voilà, c'est ouvert. C'est ouvert également, donc déjà à ceux qui reconnaissent avoir un problème avec l'alcool, mais c'est aussi ouvert à toutes les personnes qui s'intéressent à l'alcool, la maladie de l'alcoolisme, qui ont besoin d'aide parce qu'un proche, etc., etc. Les réunions ouvertes sont destinées à l'entourage, que ce soit de la famille, des amis, des professionnels. Les autres réunions sont consacrées aux malades alcooliques, mais il n'y a pas de condition d'entrée. Dès que la personne pense qu'elle a besoin d'aide, elle y va. Personne ne va lui faire souffler dans le ballon, personne ne va lui demander des comptes, elle vient, elle sort, c'est libre. Donc ça, c'est important. Et de y compris l'entourage, hein, c'est-à-dire, c'est pas les mêmes réunions, on est d'accord, s'il y a des réunions pour les familles, les proches, ça. etc. Mais l'entourage, ça peut être aussi un ami, ça peut être aussi, voilà, ça c'est important à dire au lecteur, je trouve. Hein. Tout à fait. Et de rajeunir aussi l'image, dans le sens où, voilà, on n'est pas alcoolique que quand on est vieux, parce qu'il y a des jeunes qui disent, c'est bon, j'ai le temps d'arrêter. Non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps d'arrêter parce que déjà, c'est pas parce qu'on a moins de 30 ans qu'on risque pas la cirrhose. C'est pas parce qu'on a moins de 30 ans qu'on peut pas faire un arrêt cardiaque. Moi, j'ai des patients à 29 ans qui avaient eu des complications somatiques, mais terribles, qu'on n'imagine pas à moins de 30 ans. Hein, donc, il y a plein de membres AA qui ont arrêté autour de 20-25 ans. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune membre qui a arrêté à peu près au moment du Covid avec les réunions Zoom. Et elle a 22 ans. Et oui, donc il y a des jeunes, il y a des vieux aussi, mais ils sont vieux parce qu'ils ont arrêté de boire. Voilà. Ils ne sont pas vieux parce qu'ils ont mis des années à se sombrer dans le produit, quoi. Oui, ouais, Marion, si je peux compléter du coup aussi, parce que vous voyez par rapport au visage des administrateurs, moi je ne suis pas du tout de la santé en fait. Et du coup, contrairement à Pierre et Marion qui côtoient finalement cette addiction et ces malades au quotidien, moi pas du tout, c'est pas mon job en fait. Et j'avoue que quand je suis rentrée dans le mouvement, j'ai été sidérée et happée par la force des témoignages. D'ailleurs, avant de m'engager, parce que je n'avais pas dit oui tout de suite, j'étais quand même un peu prudente à Poitiers, j'étais allée à une réunion publique avec ceux qui animaient justement les groupes AA sur le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Et j'avais fait un petit peu cette immersion nécessaire pour moi, pour me situer. Mais c'était un soir. Et j'avoue, 2 heures de réunion à écouter des gens et brutalement, vous êtes plongé dans la lourdeur des situations des unes et des autres, des personnes jeunes, âgées, des gens qui sont manifestement pas bien du tout, des témoignages de parents qui ne savent plus quoi faire de leur fils parce que la maman se dit « mais mon Dieu, j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire, aidez-moi ». C'est quasiment des gens qui supplient de trouver des solutions dans ces groupes. Et j'avoue que vous en sortez là, mais complètement chamboulé. Enfin, moi, franchement, c'est cette puissance aussi des témoignages, quand on n'est pas de la partie comme moi, hein, qui est aussi très bouleversante. Alors, on la voit dans les comités locaux,
Et moi qui suis maintenant dans le mouvement et donc qui partage toutes ces réunions de travail, de cohérence pour que le mouvement ait du sens avec, tous ces comités justice, santé et autres du mouvement, eh bien, c'est aussi surtout ces temps de rencontre qu'à chaque fois, ceux qui sont sortis sont obligés de vous parler pendant le repas, pendant la pause, pendant le temps où on est à l'hôtel, parce qu'on se retrouve dans des endroits divers et variés en France, sur des week-ends parfois. Hein, c'est la force de ces témoignages qui disent mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quel parcours du combattant pour s'en sortir. Et effectivement, je rejoins Marion, quand on analyse les décès, les suicides, les maladies de ceux qui s'en ont sortis, mais les maladies qui reviennent, hein, les maladies pancréatiques, les maladies, je dis ça avec mes mots, hein, parce que je ne suis pas médecin, mais c'est sidérant, c'est sidérant. Et des gens que je vois dans les comités, que je pense en bonne santé, tout d'un coup, en catimini, me disent bah, en fait, Karine, voilà, j'entame un traitement lourd. Et là, moi, je les écoute et je suis juste encore scotchée parce que j'ai rien vu, quoi. Donc, voilà, il y a ceux qui voient parce qu'ils sont médecins, puis ceux qui voient pas. Et puis moi, je pense que je suis pas la seule à pas avoir les codes de repérer un alcoolique dans la rue ou en situation de traitement. Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est la part des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans ces mouvements hein, aussi qui Oui. viennent dans ces réunions publiques, des jeunes femmes. Et je me souviens du premier congrès qu'on avait fait à Poitiers, justement, hein, voilà, en fin d'année dernière. Il y avait des témoignages sur ce week-end, mais vraiment incroyables, parce que dans le rituel des arts, il y a des anniversaires qu'on fête, et quand on est à la fin du congrès et tout le monde commence à applaudir, ceux qui ont arrêté depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 2 ans, depuis 2 mois, et que les gens se lèvent dans la salle à tour de rôle, je peux vous dire que là, vous en pleurez quasiment quand vous n'y êtes pas, parce que vous dites, mais voilà, ça a du sens pour moi. Ça a vraiment du sens pour moi. Et vous ressortez de là complètement boosté, vous dites, ouais, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Je voulais juste vous poser une question aussi sur le degré d'alcoolisme, c'est-à-dire que quand vous dites que c'est ouvert et que finalement ça concerne l'entourage, mais aussi tous ceux qui ont un problème avec l'alcool, c'est difficile justement après cette période de confinement qu'on a connue. Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas comme alcooliques et pourtant qui ont un vrai problème avec l'alcool, de consommation ultra régulière et qui ne peuvent pas s'en passer. Est-ce que c'est ouvert aussi à ces gens-là, les alcooliques anonymes? Vas-y, Pierre. Oui, au départ, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui ne se pensent pas alcooliques quand ils viennent en consultation. Et un certain nombre d'expériences sont nécessaires pour petit à petit les amener devant le fait qu'ils sont alcooliques. Déjà, moi, je leur propose déjà, quand ils boivent, déjà de se poser la question, pourquoi je bois? À quoi ça sert? Parce que souvent, les gens, ils boivent en faisant autre chose. Donc, de remettre un peu de la conscience sur le fait de boire et puis de se poser la question, à quoi ça me sert ce verre? Et puis, aussi, petit à petit, les amener à faire ce qu'on appelle un test d'abstinence, c'est-à-dire à voir ce qui se passe s'ils restent une semaine, par exemple, sans alcool. Et évidemment, la plupart n'y arrivent pas comme ça. Si vous voulez, parce D'accord. que, Donc, en quel fait, est en fait pour vous de réfléchir à la possibilité d'aller rejoindre le mouvement? oui, Ça serait un petit peu ça, c'est pour donner un peu des oui, il degrés. faut Ça serait vraiment de se dire on ne peut pas arrêter toute seule, tout voilà, seul. il faut les aider à réfléchir et à mesurer le rapport de force entre soi et l'alcool. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont peut-être au début du processus, mais en fait, quand les gens viennent, la plupart du temps, c'est quand même qu'ils ont un réel problème et qu'ils n'ont plus la liberté. Parce que les gens, ils sont toujours demandeurs, est-ce que je pourrais redevenir comme avant? Donc, il faut leur dire non, on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut les amener, en fait, à petit à petit. C'est la règle des 24 heures, c'est-à-dire leur conseiller de 24 heures en 24 heures de ne pas boire, et puis en 24 heures de plus et 24 heures de plus, pour voir ce qui se passe. Et puis alors, donc les gens qui n'y arrivent pas, on leur dit il faut vraiment vous engager vers une vie sans alcool. Et puis les gens qui y arrivent, on leur dit continuez. Puisque vous y arrivez pour 24 heures, continuez encore 24 heures. Et Ouais. c'est parce que sinon, si on dit aux gens il faut plus que vous buviez de toute votre vie, les gens prennent peur.
Donc, Et petit pas par petit pas, oui, mais voilà, c'est la force des alcooliques anonymes, c'est la règle des 24 heures, c'est-à-dire, parfois c'est même sur 10 minutes, hein, d'après ce que j'ai voilà, on avance petit à petit. Et c'est comme Et ça c'est très que... important, oui. Oui, Mm. parce que c'est important ce que tu dis, Pierre, cette règle des 24 heures, parce que c'est 24 heures par 24 heures qu'ils vont voir tout ce qu'ils ont. En fait, le brouillard va s'estomper. Ils vont se rendre compte de ce qu'est leur vie sans alcool et qu'en fait, c'est vachement mieux. Mais ils sont tellement continuellement centrés sur le produit qu'ils perdent de vue tout ça et qu'ils se trouvent des explications complètement saugrenues de pourquoi ça va pas, mais surtout pas remettre en question l'alcool. Mais une fois qu'ils enlèvent l'alcool et qu'ils voient qu'il y a tout qui se règle, entre guillemets, parce que ça se fait très lentement, mais 24 heures par 24 heures, il y a plein de choses qui se règlent quand même. Leur expérience leur montre que c'était peut-être l'alcool le problème. Et puis là, ça permet un nouveau cap maintenant que l'alcool a quitté mon corps, il va aussi falloir que je travaille sur mon fonctionnement, mes émotions, mes pensées, etc. Et ça aussi, il y a un groupe, il y a une synergie, une énergie, une dynamique de groupe qui va leur permettre de trouver de mieux se connaître eux-mêmes, de mieux voir ce qui se passe en eux pour changer ce qu'ils ont envie de changer, ce qui leur nuit, ce qui leur pose problème dans leur vie, différemment d'avant, où avant, l'alcool était un peu la réponse à tout. Hein. Donc ça, oui. Mais il n'y a pas de quantité. Hein. En AA, on ne demande pas combien tu bois. Si la personne arrive en disant « j'ai un problème d'alcool », elle est la bienvenue. D'accord. Et comment dire, est-ce que le fait d'aller aux alcooliques anonymes suffit ou est-ce qu'il faut quand même, c'est une question à Pierre Radisson, est-ce qu'il faut quand même avoir à côté un traitement médical, avoir un suivi médical, des cures, etc. Faire des Oui, cures où ça peut, où c'est, comme vous dites, un soutien, un étayage qui est fondamental, mais qui reste qu'un étayage. si vous voulez, moi, évidemment, je vois les personnes vont aussi, qui consultent aussi. Mais je sais qu'aux alcooliques anonymes, il y a des gens qui Ouais, ont stoppé l'alcool sans passer par un côté médical. C'est bien d'ailleurs, sûr. c'est d'ailleurs très étonnant parce qu'il y a des gens, normalement, un sevrage de l'alcool, c'est délicat. Il peut y avoir des complications, on peut faire des crises d'épilepsie, on peut faire du délirium, etc. Et ben, étonnamment, quelqu'un qui est vraiment ancré dans les AA, qui est dans cette pratique-là, quelquefois, il dit ben, j'ai posé mon verre, je ne sais même plus comment j'ai fait. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Donc, par contre, il y a quand même des gens qui ont besoin effectivement d'un soutien individuel avec un médecin ou avec quelqu'un professionnel, on va dire. Et puis, il faut sinon organiser un sevrage. Alors, ce sevrage, sous surveillance médicale, peut se faire en hospitalisation dans des centres d'alcoolologie, où on fait un très beau travail aussi au niveau psychologique, au niveau apprendre à vivre sans alcool, etc. Et puis, quelquefois, il y a des gens qui demandent, enfin, pour des raisons diverses, ils vont pas, ils préfèrent pas être hospitalisés. Et on organise aussi des sevrages ambulatoires avec une infirmière ou un infirmier qui va passer matin et soir pendant quelques jours, puis après une fois par jour, et avec un traitement médical dégressif. Mm. Mais ça marche, comme je disais tout à l'heure. Moi, je leur dis d'abord, vous allez aux alcooliques anonymes, parce que si vous n'y allez pas, c'est que vous n'avez pas vraiment envie d'en sortir Ah et oui. que vous serez trop faible après. Une fois que vous aurez fait 10 jours de sevrage, enfin voilà, le sevrage, alors là en général ça marche parce que c'est bien surveillé, il est entouré, on s'assure qu'il n'est pas tout seul, que le patient n'est pas tout seul chez lui, donc ça marche assez bien. Mais après, s'il ne va pas aux alcooliques anonymes, ou alors dans une autre association, parce qu'il n'y en a pas, hélas, il n'y en a pas partout. Il y a des endroits où il y a d'autres associations, mais pas les ARA. Mais s'il n'y va pas, ça veut dire qu'il n'aperçoit pas encore, il n'a pas encore assez souffert, en fait. Mm. Il Mhm. n'aperçoit pas encore qu'il est en train de se foutre en l'air.
Ouais, Justement, les séances en ligne, c'est le même c'est impact pareil. pour les gens. Ça Oui. ça a le même résultat, parce qu'on pourrait croire qu'avec l'écran, etc., c'est pas le même engagement, si? Alors, c'est pas tout à fait pareil parce qu'effectivement, il n'y a pas On n'engage pas son corps, là, pour le coup. voilà, c'est ça. La chaleur en salle, c'est pas Mm. la même chose, mais la force des partages y est tout autant. Et juste, je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, Pierre, par rapport à l'étayage médical, c'est une vision très récente, hein, ça qu'il faut absolument, parce que quand le mouvement est né aux États-Unis, ça fait 88 ans, il n'y avait pas l'accompagnement médical, hein, des alcooliques. Les alcooliques, c'était des gens qui avaient des tares, des vices, et puis ils allaient voir le prêtre ou le pasteur et puis ils se débrouillaient avec, hein. Donc, c'est très récent, hein, cet accompagnement très médicalisé de l'alcoolisme et de reconnaître que c'est une maladie. Et encore, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que c'est une maladie, hein. Donc, même des médecins, hein. Donc, du coup, effectivement, il y a plein de patients que ça rassure et on voit qu'il y a il y a un certain pourcentage de membres AA qui arrivent en AA par leur médecin, que ce soit un alcoologue ou pas. Donc cette voie du médical est importante, mais elle n'est pas indispensable. À la naissance du mouvement, il n'y avait pas forcément d'accompagnement médical. Aujourd'hui, il y en a un, mais c'est complémentaire et c'est pas du tout opposé, hein. Il y a encore des gens qui s'en sortent sans aide médicale et il y a des gens qui s'en sortent avec médecin, psy, machin et l'association.